Cet épisode de Bullied a été soutenu par Clairefontaine parce que j'aime que la pointe de mon stylo bille glisse sur le papier et que j'adore laisser mon esprit divaguer entre les lignes. Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges. Être nouveau et étranger quelque part, ça nécessite toujours de se faire sa place. Il faut redoubler d'efforts et de patience pour être accepté du groupe. S'adapter et se plier à la norme pour prouver qu'on a bien mérité sa place. Accepter et encaisser en attendant de pouvoir un jour se mettre à la place d'eux. Hugo, le maudit français, a dû s'intégrer rapidement sur ce nouveau continent avec ses nouvelles références et cette culture à apprendre pour ne pas être avalé. Voici son histoire. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 30 ans et puis je suis étudiant au doctorat en sciences politiques. Quand tu as déménagé avec toute ta famille, est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attendais un peu ? Est-ce que ta famille t'a mis en garde ou... Alors non, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis je pense que c'est le genre de choses. Honnêtement, j'étais très jeune. J'étais en 6e quand mes parents m'ont demandé si je voulais déménager au Québec. La première chose qui m'est venue en tête, c'est le fait qu'au Québec ils avaient du bacon et j'aimais beaucoup le bacon et j'allais pouvoir manger du bacon. Donc tu vois, c'est les genres de réflexions. Et je pense que c'est après, quand je suis arrivé là-bas, que j'ai réalisé que ça voulait dire que j'avais plus d'amis et que j'avais laissé tout un pan de ma vie derrière. Comme quoi, j'étais pas très fut à l'époque. Mais non, c'est pas un truc avec lequel on a parlé, duquel mes parents m'ont parlé, m'ont prévenu. Et en fait, c'est pas une situation aussi à laquelle je me suis pas particulièrement exprimé là-dessus avec ma famille. En fait, la première année, ça a été assez difficile pour tous parce qu'on est arrivé, etc. Et puis ma sœur, qui était plus jeune, qui a 3 ans de moins que moi, s'est intégrée, elle, beaucoup plus rapidement, puisqu'elle était au primaire, et je pense que c'était peut-être un environnement moins hostile. Et moi, j'ai pris beaucoup plus de temps à me faire des amis, et à finalement avoir eu le sentiment de m'intégrer et perdre en partie l'accent français qui m'identifiait autant. Et puis, en fait, c'est assez intéressant sur je trouve le processus d'intégration. Au final, mes premiers vrais amis au Québec, ça a été des gens qui étaient aussi issus de l'immigration, en fait. C'était des Marocains, des Djiboutiens, etc. Et on avait un peu en commun il y avait un autre Français aussi, c'était cet accent différent. Après, pour les personnes racisées, c'était encore une autre couche à prendre en compte, mais il y avait ce côté-là on est immigré et donc on est en partie solidaire et on devient amis face à la majorité québécoise. Et qu'est-ce que c'est le harcèlement pour toi ? Pour moi, le harcèlement, c'est le fait de faire face à une situation qui te rend en fait inconfortable de manière répétée, quoi. Et pour moi, ça s'est manifesté principalement par des insultes, des commentaires désobligeants. Donc c'était surtout principalement au collège, enfin à l'équivalent du collège, puisque donc j'ai fait une bonne partie de ma scolarité au Québec. Et donc ça a jamais été physique en tant que tel. Je suis pas battu ou été battu à répétition, mais c'était des insultes qui font en sorte que le milieu dans lequel j'étais, le milieu scolaire, devenait un endroit difficile à vivre, quoi. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as voulu témoigner aujourd'hui ? Parce que je trouve que c'est intéressant de se pencher sur le harcèlement, et particulièrement, je pense que pour les hommes, en fait, c'est souvent un enjeu qu'on met de côté, en fait, ou qu'on a tendance à peut-être vouloir effacer comme c'était des mauvaises années, c'était le collège, tout le monde subit ça, ce genre de choses, un peu à normaliser ça, et à vouloir éviter de rebrasser ces souvenirs-là, ou de processer un peu le truc, de dealer avec ça. Ce qui a été assez frappant dès l'arrivée, en fait, c'est que vu que j'avais l'accent français, enfin les Québécois, dès que tu parles, savent que tu viens de la France, ou en tout cas que t'es pas né au Québec, parce qu'il y a certains
immigrés maghrébins aussi qui ont un accent et donc qui sont aussi identifiés comme ça. Et assez rapidement, en fait, donc j'ai été identifié comme le maudit français. C'est un peu l'expression, ou juste le français de France. Et c'est en fait surtout là-dessus qu'ont tourné les insultes et les commentaires à mon égard. Alors, ça n'a pas été, je veux pas peindre un portrait du Québec qui est particulièrement négatif, mais ça a quand même été ça les disons 2-3 premières années de mon arrivée là-bas. Ça a été assez difficile puisque j'étais stigmatisé, si on veut, comme français. Et en fait, c'est surtout ce qui revenait dans les commentaires, c'est surtout des visions, des stéréotypes en fait des Français. Et donc, par exemple, un des trucs qui était assez récurrent, c'est que dans l'esprit de mes collègues, de certains de mes collègues de classe, à l'époque, c'est le fait que les femmes françaises ne se rasent pas sous les bras. Et donc, il y avait en fait énormément de commentaires sur ma mère, et les poils de ma mère. Donc, on revient toujours à insulter la mère de quelqu'un, c'est un procédé assez classique. J'y mets en France aussi. Une des blagues récurrentes à l'époque où moi je grandissais, c'était le fait que les Français même se mettaient du fromage sous les bras. Donc, c'est l'association fromage et France. Et puis moi, en plus, j'étais ado, je grandissais un peu et mes parents m'ont pas particulièrement expliqué tout de suite le truc du déodorant et de l'odeur corporelle et tout. Et donc j'ai eu pendant quelques mois des commentaires sur le fait que je sentais le fromage, que je puais à cause de ça. Et donc c'était toujours un peu dans cette. Moi, au début, je comprenais pas que c'était juste que je suais et que j'aurais dû mettre un coup de déo, etc. C'était un peu, je le voyais comme une insulte au fait. C'était parce que j'étais français que je puais et donc que j'étais harcelé comme ça. Pour moi, ce qui fait la différence entre du harcèlement et la blague, c'est le caractère répété, en fait, de la chose. C'est, OK, tu peux faire une blague la première fois que tu rencontres un Français, et OK, une fois que, si je parle de ma mère, tu fais une blague sur ses poils. Bon, c'est pas particulièrement sympa, mais passe encore, quoi. Mais je pense que quand ça devient les mêmes personnes, tu vois, moi, il y a 3-4 personnes dans mes classes que je pouvais identifier qui faisaient ces blagues-là, qui le faisaient de manière répétée, qu'il faisait en public aussi, tu vois, en mode on est un groupe dans le couloir ou même des fois dans la classe, tu fais un commentaire là-dessus. Je pense que ça a un côté, tu deviens toi-même, tu perçois ces attaques comme venant toujours des mêmes personnes et c'est ça qui fait en sorte que ça devient difficile à vivre, quoi. C'est plus. Après, j'ai des amis qui faisaient des blagues sur les Français et ça voilà, je pense que ça me dérange pas. Il y a le caractère intentionnel et le caractère répété qui fait en sorte que on passe dans le harcèlement. Mais moi, là, dans mon cas, c'était pas particulièrement. C'était un groupe de gars, en fait, c'est d'ailleurs principalement des hommes, qui eux étaient amis, étaient clairement une bande, et moi qui m'insultaient à répétition là-dessus. Donc, j'avais pas l'impression d'être ami avec eux. Ces personnes avec qui tu traînais, issues de l'immigration aussi, est-ce qu'elles subissaient les mêmes choses que toi, niveau insultes, exclusion ou... Alors, on parlait pas beaucoup de ça, en fait, entre nous. Puis je pense que c'est un des trucs de groupe sociabilité d'hommes, masculinité hégémonique. Et donc, on parlait pas particulièrement de ces moments où on était mis en position de faiblesse. Pour la plupart qui venaient, je me rappelle vaguement pour ceux qui venaient du Maghreb ou du Djibouti, qui ont déjà avoir fait des commentaires. Plutôt eux, c'était sur la question de la race, quoi, en fait, sur leur couleur de peau, sur les stéréotypes, sur l'Afrique, etc. Donc c'était plutôt des commentaires, disons, à dénotation raciste que la question spécifique de l'accent, quoi. Après, ouais. Donc je pense que c'était surtout ça. Pour les quelques fois on a parlé, moi je disais plutôt ah oui, telle personne me fait chier, mais c'était pas en disant ah oui, en fait lui il me fait chier parce que je suis français ou il m'insulte parce que je suis français. Je pense qu'il y a eu un processus où en effet je me disais que c'était moins pire pour moi et que c'était pire pour eux, parce qu'au final moi je pouvais à peu près en changer ça par la façon dont je parlais, ou en fait les gens dès qu'ils me voyaient ils m'attribuaient pas certaines caractéristiques, parce que je suis blanc, j'avais quand même, disons, le bénéfice du doute jusqu'au moment où j'ouvrais la bouche pour certains Québécois.
Donc je pense que c'était clairement, c'est peut-être un des éléments qui a fait en sorte que moi, je trouvais ma situation un peu supportable et que j'allais pas nécessairement m'en plaindre, parce que eux, ils étaient dans des situations plus complexes et plus difficiles à vivre. Puis après, je pense, un autre élément aussi, c'est que j'ai pas mentionné, mais au fur et à mesure que je me suis intégré, je me suis retrouvé un peu plus haut sur l'échelle, disons, des harcèlements. Et donc, j'en suis venu moi-même à harceler, à bully, faire du bullying envers un autre gars, quoi. Un autre élève dans ma classe. Et donc, avec mon groupe d'amis, là, on faisait des commentaires et des insultes envers ce gars-là. Pourquoi? Il avait quoi de particulier? Il avait un visage un peu étroit. Et donc, voilà, on l'avait surnommé, il y a quelqu'un un jour qui l'avait surnommé Galoche. Et donc, c'est devenu un surnom qui, lui, évidemment, ne lui plaisait pas. Et donc, nous, on continuait pour le faire réagir et pour l'humilier, on l'appelait comme ça. C'était à quelle époque, ça, du coup? Ça, c'est dans le fond, le secondaire, l'équivalent du collège et en partie du lycée, ça dure 5 ans. Et donc, c'était un peu vers la fin de ça, quoi. Et voilà, donc ça a été principalement, disons, du harcèlement psychologique ou des insultes répétées. Et donc là, moi, tout à l'heure, tu demandais qu'est-ce qui fait que c'est du harcèlement et que c'est pas une blague. Pour moi, là, c'est clair que je faisais des blagues sur d'autres personnes dans certains cas, mais que cette personne-là, de savoir que ça l'a dérangé, de l'appeler d'une certaine façon et de répéter ça constamment, pour moi, c'est du harcèlement, quoi. Et ouais. Et alors, tes mécanismes de défense, c'était quoi principalement à l'époque, quand tu as subi du bullying au collège et peut-être aussi un peu au lycée, je sais. Je pense que la manière dont je me suis défendu, ça a été principalement par le fait d'ignorer les commentaires, en fait. Parce que, en fait, vu que c'était des insultes sur les Français, mais que moi je comprenais pas, en fait, je comprenais pas pourquoi ils disaient que les femmes, ma mère, les femmes avaient du poil sous les bras, ou ma mère elle avait du poil sous les bras. Enfin, pourquoi c'était une insulte? Puisque oui, ma mère elle avait du poil sous les bras, mais beaucoup des femmes que j'avais vues dans ma vie avaient du poil sous les bras, et donc je voyais pas en quoi c'était négatif. Après, je comprenais que c'était négatif de par le ton, et donc ça m'affectait, mais je voyais pas comment en fait retourner ça, comment leur critiquer, et je pouvais pas leur répondre que d'une perspective féministe. En fait, ma mère elle pouvait bien faire ce qu'elle voulait avec ses sous-bras ou un truc comme ça. Donc ça s'est passé par l'ignorance, disons, essayer de couper ça. Et donc c'est pour ça que j'en parlais pas nécessairement à mes parents, que j'en ai pas parlé non plus beaucoup à mes amis. Ça a été un peu d'encaisser, et puis un peu comme dans les films américains, de se dire que ça s'arrêtera à la fin du high school ou un truc comme ça. Bon, c'est peut-être pas le modèle le plus sain de gestion du harcèlement, mais moi c'est à peu près comme ça que j'ai pu gérer la chose. En fait, il y a une partie du processus de rationalisation qu'on évoquait tout à l'heure. Je pense que je me dis que c'est pas si grave. Je me dis que ça a été pire pour d'autres. Et donc finalement, ça fait partie du rite de passage. Et donc c'est pas si douloureux y revenir. Je pense aussi que j'ai aussi d'autres très bons souvenirs en fait de ce passage-là de cette période-là de ma vie, en fait, et parce que je me suis finalement un peu émancipé, ou enfin plus épanoui dans d'autres choses. Donc j'étais plutôt du genre à être devant mon ordi mais à écrire des histoires et ce genre de choses, et donc ça a développé un côté créatif je pense chez moi que je pense que j'avais toujours, mais qui s'est particulièrement manifesté dans cette période-là. Et donc pour moi, c'est pas quand je repense à ces années-là, oui, il y a cet élément-là, mais il y en a plein d'autres en fait qui me feront triper. Et donc c'est pas particulièrement difficile d'en reparler, parce que ça forme un genre de tout plus ou moins homogène. Et en fait, au bout d'un moment aussi, après 2-3 ans, j'ai commencé surtout à apprendre l'accent québécois de manière plus prononcée. Puis après, bon, c'est anecdotique, mais c'est assez marrant. Mais c'est un des premiers trucs, c'est d'avoir commencé à
à jurer, à dire des gros mots en québécois, hostie, tabarnak, etc. C'est ce genre de choses qui a fait en sorte que progressivement, de mon impression, j'ai été plus accepté par certaines personnes, etc. J'étais de moins en moins un Français et de plus en plus un Québécois. Je me demandais comment est-ce que tu as apprivoisé cette différence qui t'a toujours... qui était la raison finalement pour laquelle tu as été harcelé. Je pense que finalement, ma différence, je l'ai gommée assez volontairement, en fait. C'est un peu ça. Et c'est disons, mon avantage, entre guillemets, que j'ai, c'est que moi, je peux la gommer plus ou moins volontairement, cette différence-là, qui était juste une question d'accent, qui n'est pas une question de genre ou une question de couleur de peau. Donc, pour moi, ça a été une fois que je me suis intégré relativement dans le mood. Et après, en fait, le fait d'être un intello, ou enfin c'est finalement ce qu'on valorise quand même plus dans notre société. On valorise plus les travails intellectuels que le travail manuel. Donc c'est un peu le collège, c'est la période où oui, être un intello, c'est un peu nul, mais après, en gros, dépendamment, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais pour moi, tu peux progresser assez rapidement, assez haut dans l'échelle sociale, en fait, plus que si tu restes un manuel, disons, si on fait des parallèles un peu, des dichotomies assez fortes. Moi, j'ai l'impression, ce qui fait si on est harcelé, après on devient harceleur, c'est un processus de transfert, quoi. Quand on vit cette situation. Moi, je vivais cette situation où je me faisais insulter, etc. Et bon, vu que je pouvais pas répondre aux personnes qui m'insultaient parce que effet de groupe, parce que j'avais peur qu'ils me cassent la gueule ou un truc comme ça. Après, pour moi, quand je me retrouvais dans un groupe, j'avais un peu besoin d'avoir la protection et de pouvoir facilement, à mon tour, insulter cette personne-là. Puis, je pense qu'on a envie, on a envie de se dire qu'il y a quelqu'un qui est pire, qui est dans une situation pire que nous. Et donc, c'est assez facile quand il y a un nouveau bouc émissaire qui se présente d'avoir à son tour des comportements dominateurs ou harceleurs. Finalement, c'est des phénomènes d'intégration que tu as vécu doublement, en fait. Intégration à l'école, mais intégration aussi dans ce nouveau pays d'accueil. En quoi c'est important d'arriver à se faire accepter, de se trouver une place ? Je pense que c'est un processus assez naturel de vouloir arriver quelque part et s'intégrer. Et en tout cas, surtout dans notre cas, il n'y avait pas, disons, une communauté de Français ou un truc comme ça. Donc c'était un peu, c'était clair. Moi, mes seuls amis, j'allais me les faire à l'école. Et donc, si je voulais que ça marche, il fallait que je m'intègre à l'école. Et j'ai eu l'impression que c'était une façon de faire en sorte que l'école, que le Québec en général devienne un endroit où j'avais ma place, quoi. Et donc, mais ça a été, en fait, je pense relativement facile parce que je parlais la langue, j'ai la même couleur de peau que la majorité de la population. Je suis un homme, donc pour moi c'était un peu, disons, presque tout cuit dans le bec. Et après il y a eu quelques accros, quelques difficultés, mais j'ai jamais subi de discrimination systémique. Et après une fois passé la barrière de l'accent, c'était relativement facile pour moi de me dire québécois. Et encore aujourd'hui, en fait, au Québec, la plupart des gens me prennent pour un Québécois de souche, quoi. J'ai pas à prouver quoi que ce soit, en fait. Je pense, un des trucs qui me frappe, c'est que c'était un peu inégal, quoi. Il y avait des semaines où, si finalement ces personnes-là, les personnes qui m'harcelaient, elles avaient décidé de taper sur quelqu'un d'autre, en fait, elles s'occupaient de cette autre personne et je pouvais passer une semaine relativement normale. Et puis après, la semaine suivante, c'était j'ai vu un truc sur les Français, donc vas-y, on va harceler Hugo pendant quelques jours, etc. C'était un peu
par vague, quoi. Donc ça m'a jamais vraiment empêché d'aller à l'école ou de me concentrer sur mes études. Ils ressemblaient à quoi tes bourreaux? Il y en avait 4. C'était des hommes blancs, je sais pas, un peu dans les sportifs, le groupe de hockeyeurs un peu musclés, puis un autre qui était un peu le rebelle, skater, fume du pot, ce genre de trucs. Ils n'étaient pas copains ensemble? Oui, c'était plus... Enfin, les hockeyeurs, clairement, c'était un groupe de... Eux, ils étaient 3-4 très, très bons amis, puis après, il y avait leurs potes skaters, des fois, qui se rajoutaient. Mais c'est marrant parce que souvent dans les films américains ou nord-américains, on voit tout le temps cette image du sportif un peu bête qui va brutaliser tous les intellos, hein. Mm-hmm. Enfin, je le dis comme ça de manière générale. Mais j'étais aussi un peu un intello, je Ouais. pense. Si on fait les catégories du high school américain, j'étais plutôt dans les intellos. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe là-bas ou pas? Moi, mon expérience de l'école secondaire, de high school, c'est assez... Oui. Bon, je pense que c'est poussé à outrance, mais je pense que les films américains montrent une certaine réalité de ce que c'est être, en tout cas dans des établissements blancs de classe moyenne. C'était à peu près, oui, mon expérience. Il y avait c'était pas aussi flagrant qu'avec les vestes de l'équipe de football, mais il y avait clairement ce côté-là tu voyais, les sportifs, les gens qui jouaient au hockey ensemble, etc. Ils avaient une cohésion de groupe et ils harcelaient certaines personnes, les intellos ou les filles, ou, enfin bref, les gens qui étaient un peu différents. Et il y avait ce phénomène de grégaire, de bande, donc les intellos, les sportifs, les gothiques, etc. Mais bon, clairement dans les films, c'est un peu poussé à outrance, mais pour moi, il y a un élément de vérité, quoi. Quel est le rôle des adultes là-dedans et du système scolaire, en fait, pour essayer d'empêcher ce genre de mécanique? Là, moi, je pense, je vais mettre mes lunettes de politologue, un peu, peut-être moins d'une expérience personnelle, mais moi, j'ai un peu l'impression que c'est un travail, en fait, qui commence énormément en amont sur la sensibilisation, vu que j'ai subi du harcèlement par des hommes, mais je vais parler plus de ça, mais je pense que c'est ça, c'est de déconstruire, disons, les modèles de masculinité qu'on a pour faire en sorte que, t'aies pas besoin de te valoriser en écrasant, en fait, d'autres personnes et en essayant d'attaquer, en fait, tout ce qui est différent. Donc, je pense que ça, c'est, disons, un travail qui commence dès la maternelle et qui est constant. Après, le rôle des adultes dans l'institution scolaire et principalement des profs, je pense ils font déjà énormément et ils ont déjà énormément de boulot. Mais j'imagine que c'est de faire attention et de voir les dynamiques qu'il peut y avoir, quoi. Mais je pense, moi, j'ai pas de prof qui m'a approché quand j'étais harcelé, mais quand moi et donc mon groupe d'amis on harcelé et on insultait à répétition ce garçon, il y a à un moment donné un prof qui a vu en fait la dynamique qui se créait, qui a intervenu, qui a donné des retenues à certains pour insultes en fait en classe, etc. Donc a essayé de casser ça. Et je pense que moi dans mon souvenir ça a été utile. Après ça reste un cas. Est-ce que c'est généralisable? Mais je pense qu'il y a clairement un rôle important à jouer là-dedans. Et justement, tu parles beaucoup de genre dans le harcèlement. En fait, moi, quand j'utilise le mot harcèlement auprès d'hommes de mon entourage, ils me disent souvent, non, j'ai pas subi de harcèlement, je me faisais pas racketter, il m'est arrivé quelques petits trucs comme ça, on m'a emmerdé, mais sans plus. En fait, j'ai l'impression que le terme harcèlement les dérange
Est-ce que tu as des explications à ça? Je pense qu'il y a un fond de vérité dans le fait que les hommes veulent pas reconnaître qu'ils ont été victimes d'harcèlement. Pour moi, il y a deux explications. Le premier, c'est que harcèlement, c'est peut-être particulièrement connoté avec harcèlement sexuel. Et donc, il y a une vision peut-être donc genrée déjà du processus, en mode ça peut pas vraiment arriver aux hommes. Et le deuxième, je pense que c'est un point plus général, mais c'est le fait qu'on est souvent, disons, les images de la masculinité hégémonique qu'on a en ce moment n'encouragent pas les hommes à avouer leur faiblesse ou à avouer qu'ils ont été dans des situations de domination, en fait, qu'ils ont été dominés. Et donc, en fait, c'est souvent plus facile de minimiser et de le nier. Après, j'ai aussi l'impression que c'est un processus qu'on voit chez les femmes. Souvent, on va dire non, j'ai pas été agressé, ou non, c'était pas du harcèlement. Donc, je pense que ça peut jouer sur les deux, mais c'est peut-être vu particulièrement à l'école comme une étape normale, en fait, tu grandis, tu te fais insulter, tu te fais limite casser la gueule ou un petit truc comme ça, mais c'est pas plus grave que ça. Il y a quelqu'un d'autre qui a vécu pire, et donc toi, ça vaut pas la peine de parler de ce qui t'est arrivé. Ce qui, selon moi, c'est pas une manière particulièrement, intéressante de voir les choses, quoi. Je pense que c'est plus intéressant d'avouer, en fait, ça m'a affecté, ça a affecté comment je me comporte aujourd'hui. Moi, je pense que typiquement, si j'avais pas été harcelé, peut-être que j'aurais pas harcelé avec aussi d'intensité cet autre élève. Ou après, à plus long terme, en fait, ça aurait eu des aspects un peu différents sur ma perception de comment je me suis intégré. Mais après, bon, des fois, je vois même des choses positives à ce genre de choses-là, quoi, parce que je pense que finalement, d'avoir subi ça me permet de mieux comprendre, en fait, ce que ça veut dire être dans une position où t'es dominé, disons. Là, je parle vraiment d'un point de vue politique. Je veux pas faire des parallèles boiteux, mais je pense que finalement, d'être dans une position d'infériorité, ça te permet après, toi, de mieux comprendre et de vouloir déconstruire, en fait, les systèmes d'oppression qui existent dans nos sociétés. J'ai des regrets d'avoir été harceleur. Ça beaucoup plus que je repense au harcèlement en tant que tel. Oui, je pense que peut-être si j'avais si j'avais une machine à remonter dans le temps, typiquement, je pense que je me dirais plus ça va aller, ça va. T'es bientôt au bout du tunnel, tu vois la lumière au bout du tunnel, et une fois que t'auras fini le collège, c'est fini. Que de me dire tu devrais essayer de confronter ces gens-là, ou tu devrais changer ton comportement. Donc c'est plus une position d'acceptation, en fait, de trucs, et de me dire continue comme ça, mais évite, par exemple, de reproduire toi ces comportements avec d'autres personnes. T'as pas à faire ça, en fait, pour être bien. Mais ouais, c'est pas, du coup, c'est un peu, j'ai envie de dire pervers quasiment comme processus, puisque c'est plus d'accepter la situation que de la remettre en cause. Mais ouais, ça serait mon premier réflexe. Et là, si tu avais des conseils à donner pour des personnes qui subissent du harcèlement en ce moment, ce serait quoi? Bonne question. Je vais te dire, je pense que le conseil classique, c'est d'en parler, mais je viens de dire que moi, je sais pas si j'en parlerai. Donc peut-être que j'ai regardé trop de films américains, mais souvent je vais vous dire que ça finit par passer, et que ces gens-là, en fait, on a l'impression qu'ils ont énormément de pouvoir au-dessus de nous, mais que si on commence à le questionner, et en fait, c'est assez facile de se voir que c'est pas nécessairement le cas. Je pense que oui, c'est d'en parler, de trouver quelque chose qui vous rend heureux, qui rend heureux, et qui permet, en fait, de mettre ça de côté d'une certaine manière. Donc en fait, souvent, à travers ce processus-là, à travers cette passion-là, à travers ces activités-là, on peut trouver des amis et des gens qui, en fait, vont nous supporter. Et au final, moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est enlever les personnes négatives de ma vie et mettre que des personnes positives. Si je schématise et je parle en termes
New Age, mais je pense que c'est un peu un processus qui se fait naturellement à travers le collège et le lycée, mais je pense qu'on peut aussi nous-mêmes faire en sorte qu'il s'accélère. Quand t'as dit supporter, en fait, tu voulais dire soutenir. Oui, soutenir. Oui, pardon. Supporter, c'est un anglicisme, mais je parle de manière québécoise. Et c'est un problème dans ma thèse. Chaque fois que je dis supporter, il faut que je change pour soutenir. Oui. Si tu recroisais un de tes bourreaux ou une des personnes que t'as harcelées, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui ? Je sais pas ce que je leur dirais. Je sais pas ce que je leur dis si je recroiserais un de mes harceleurs. Il y a un côté de moi, je pense, qui voudrait les confronter et dire, en fait, ouais, c'était vraiment un comportement de merde et c'était en fait, toi, t'avais l'impression que c'était des blagues, mais moi, ça m'a affecté. Et en fait, demander s'ils avaient l'impression, si pour eux, c'était le cas, s'ils ont repensé, etc. Parce que voilà, moi je sais que si par exemple le gars qu'on harcelait venait me voir, je lui dirais oui, en fait je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça. Enfin voilà, c'était des comportements problématiques. Mais il y a une partie de moi aussi, je pense, qui voudrait juste ignorer la chose et en fait ignorer cette personne-là, comme j'ai plus ou moins réussi en fait à l'éviter, à l'éjecter de ma vie. Est-ce que tu penses que tu en aurais encore un peu peur ou plus du tout ? Je pense pas. Non, je pense que j'en aurais plus peur parce que voilà, je pense que maintenant on vit à peu près dans un monde où la loi du plus fort est encore vraie d'une certaine manière, mais c'est plus la loi du plus fort physiquement. Et donc un des éléments qui me faisait peur en fait à l'époque, c'est que voilà, c'était des mecs quand même assez baraques, donc ils pouvaient m'insulter et ils avaient la menace derrière, disons de ça. Donc là, aujourd'hui, je pense que la dimension physique serait moins présente. Comment faire pour que les gens et les hommes particulièrement parlent ? Je pense que ça passe par, pour moi, c'est ça, c'est la déconstruction de la masculinité hégémonique, c'est le fait de montrer en fait que t'as pas besoin en tant qu'homme de tout prendre en droit et de tout régler par toi-même, en fait, que faut accepter qu'on n'a pas contrôle sur tout et que en fait de parler de ce manque de contrôle et en fait qui est souvent un manque de pouvoir, ça permet après d'accepter d'aller chercher de l'aide, quoi, et de réaliser que c'est souvent les situations problématiques, c'est en fait en parlant, en ayant de la solidarité, de l'aide, qu'on va réussir à s'en sortir. Ouais. Et là, je pense souvent, parce que là, j'ai ça en tête, mais souvent, en fait, le fait que les hommes se suicident plus que les femmes aujourd'hui, c'est bon. Alors, il y a plusieurs facteurs. Le fait qu'ils utilisent des méthodes plus violentes que les femmes, mais c'est aussi le fait qu'ils vont moins chercher d'aide en fait que les femmes avant de passer à l'acte. Et donc pour moi, ça fait partie un peu d'un tout où on minimise ce qu'on a vécu, ce qui est difficile dans notre vie. Et au bout d'un moment, à force de minimiser, on peut plus. Il y a un certain moment où on atteint un point de non-retour, et donc là, on passe tout de suite à des solutions plus radicales, quoi. Donc je pense que ça passe par l'exemple et ça passe par le fait de mettre des mots sur des choses qui, même si qui en rétrospective nous semblent minimes, faut leur donner leur juste valeur, quoi. Donc moi c'est un peu pour ça j'étais pas sûr de parler aujourd'hui, mais je me suis dit voilà, parce que typiquement je me disais j'ai pas vécu de raquette, j'ai pas été tabassé, mais je me dis que c'est peut-être un truc pas si important, mais si finalement ça permet aux gens de réaliser que en fait j'ai eu des moments d'harcèlement où j'ai moi-même harcelé, en fait c'est le premier pas vers prendre conscience de ça et essayer de transformer ce qu'on a vécu. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Merci d'avoir
d'avoir écouté Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges, produit par Dirson. Le mixage et mastering est signé Denis Mourin, la bande originale est de Sport Tranquille, extrait de l'album Tunnel sur le label Là-haut dans l'océan. Merci à eux. Et pour nous écrire et réécouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site dirson.fr, dire-son.fr ou sur Facebook. Vous pouvez nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram sous le blaze queen_2xKang, Queen Kang. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre plusieurs étoiles sur Apple Podcast pour nous faire connaître. Ou encore mieux, partagez avec vos amis Bullied pour faire bouger les marges. Merci à vous. Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges.